davantage, messieurs et dames, merci de nous rester fidèles sur la nouvelle dimension de la télévision. Merci de manifester votre fidélité à l'égard de Shalom Radio. Nous traitons de l'actualité dans cette émission et l'actualité cette semaine. C'est ce discours sur l'état de la nation qu'a tenu le chef de l'État Félix Tshisekedi devant le Parlement réuni en congrès mardi 14 novembre 2023. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a passé en revue toutes les réalisations faites au cours de son quinquennat dans différents secteurs, notamment l'éducation ou l'enseignement, dans le secteur de la sécurité, le secteur de la santé aussi, le secteur de l'environnement, la diplomatie, ainsi de suite. Alors, nous allons analyser ou faire une lecture de ce discours qu'a tenu le chef de l'État, qui est le dernier, du moins pour son premier mandat, s'il en aura un deuxième. Après cela, nous allons traiter aussi de la question en rapport avec l'évolution du procès Matata Mponyo sur l'affaire du parc agro-industriel Boukangalonzo. Vous le savez, le procès a été renvoyé en mars, le 18 mars 2024. Cela ressort de l'audience qu'il y a eu le lundi 13 novembre 2023, en l'absence d'ailleurs de l'ancien Premier ministre Matata Mponyo, Premier ministre sous Kabila. Les deux questions feront objet de traitement dans Décryptage de ce soir. Et pour en parler, je reçois pour vous deux professionnels qui œuvrent dans le domaine de la presse. Le premier, c'est Monsieur Moïse Kalouloua, il est journaliste. Monsieur Moïse, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir madame, bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous regardent, bonsoir à mon co-débatteur sur ce plateau. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Le second, c'est Monsieur Junior Ndala, il est aussi journaliste. Monsieur Junior, bonsoir et bienvenue. Merci chère Lorraine, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir à ceux qui nous regardent en ces moments. À vous aussi, merci de répondre à notre invitation. Merci bien. C'est avec ces deux personnalités que nous allons traiter de ces deux questions que nous avons présentées tout à l'heure. La première question, c'est le discours du chef de l'État. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord suivre l'extrait de ce discours en question. C'est un discours que le chef de l'État a tenu, je l'ai dit tantôt, le 14 novembre 2023, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Le chef de l'État a essayé de présenter le bilan de son quinquennat depuis qu'il a été placé à la tête de la République démocratique du Congo. Nous allons suivre l'extrait de son discours et nous allons le retrouver juste après. Pour ce quinquennat, le salaire moyen d'un enseignant est passé de 159 662,67 francs congolais à 408 689,67 francs congolais. Concernant le bon fonctionnement des écoles, 3 actions d'envergure menées méritent d'être signalées. D'abord, le réajustement des frais de fonctionnement des écoles primaires qui ont conduit à une augmentation faisant passer de 45 000 francs congolais à 200 000 francs congolais pour les écoles de 1 à 11 classes, soit une augmentation de 344%. 420 190 francs congolais pour les écoles de 12 à 18 classes, soit une augmentation de 834%. 620 190 francs congolais pour les écoles de 19 classes ou plus, soit une augmentation de 1278%. Toutes ces actions ont fait passer l'enveloppe mensuelle de paye des enseignants de 70 milliards 154 millions 552 544 francs congolais à 236 milliards 794 millions 289 695 francs congolais, soit une augmentation de 28%. De 238%, pardon. La mise en œuvre effective de la gratuité durant ce quinquennat a permis de récupérer plus de 5 millions d'élèves en âge de scolarité, autrefois exclus
du système scolaire faute de moyens financiers. Ainsi, les effectifs des élèves sont passés de 16 809 413 en 2018 à 25 772 957 en 2023. Ce qui prouve que la mise en œuvre de la gratuité est incontestablement un grand succès. Et voilà, nous venons de suivre le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui est d'ailleurs candidat à la présidentielle de 2023. Les élections générales en République démocratique du Congo vont se tenir le 20 décembre de l'année en cours. Alors, Monsieur Moïse Kalouloa, le chef de l'État a tenu son discours. Plusieurs aspects ont été soulevés, notamment dans le secteur de l'enseignement, secteur sécuritaire, dans le domaine de la diplomatie, toutes les démarches qu'il a eu à effectuer, mais il a dit ça en gros. Et il a essayé de nous parler du succès qu'il a connu avec la gratuité de l'enseignement, ainsi de suite. Mais en général, qu'est-ce que vous saluez dans ce discours et qu'est-ce que vous reprochez à ce discours du chef de l'État? Le tout dernier pour son premier mandat, s'il aura un deuxième mandat. S'il aura effectivement son deuxième mandat, d'ailleurs, certains pensent qu'il faut qu'il revienne. Je crois d'autres se disent il a fait sa part, il peut laisser la place à quelqu'un d'autre. C'est vraiment les publics, la population qui doit décider s'il doit revenir ou pas. Sinon, ces discours, d'abord, au départ, moi je l'ai pris comme un discours bilan, en même temps comme un discours campagne. Discours bilan parce que effectivement il est revenu sur de réalisations. Depuis qu'il est à la tête du pays, ça fait 5 ans. C'était tout à fait normal que de pouvoir répondre à cette exigence constitutionnelle, celle de pouvoir s'exprimer devant le député et sénateurs réunis en congrès. Il ne pouvait que le faire. Il a évoqué plusieurs questions pour faire comprendre ce à quoi il devait donner plus de l'énergie, notamment l'activisme des mouvements rebelles dans la partie est du pays. Il vous souviendra que quand il prenait le pouvoir, les chefs de l'État nous avaient promis qu'il ferait tout pour pouvoir terminer cette guerre dans la partie est du pays. Aujourd'hui, disons bien sûr, il a fait ses discours bilan. La question que nous nous posons, il a fait le premier discours il y a à peu près, on peut dire 5 ans. Est-ce que sur ces points-là, a-t-il réussi ou pas? C'est la question qu'on se pose. Pour savoir s'il a réussi, c'est nous demander d'abord par rapport aux actions menées dans cette partie est du pays. Le chef de l'État, c'est vrai, il a déployé des efforts. Aujourd'hui, avant, il n'y avait pas les mouvements, les amis burundais, les amis, bien sûr, qui devaient venir en appui. Ils sont là. Est-ce qu'on a complètement terminé la guerre? Je peux dire jusque-là non. Donc, cet activisme continue. Sur ces points-là, s'il fallait lui coter, on peut dire il a fait les efforts, mais il n'est pas encore au-dessus de la moyenne. Par rapport, bien sûr, sur le plan sécuritaire, il n'est pas au-dessus de la moyenne parce qu'il n'a pas totalement réalisé ce qu'il a promis. Et il a évoqué d'autres questions, d'abord sur le plan de la justice. Vous le savez, c'est aussi un effort qu'il devait fournir pour que vraiment l'état des droits soit état des droits. Au début, ça a bien commencé, au début de son mandat. Il a bien commencé avec les procès, les fameux procès 100 jours. C'est vraiment un procès qui rassurait au moins tous les Congolais. Donc, le chef de l'État avait cette volonté manifeste de pouvoir rétablir les choses sur une bonne voie. Effectivement, nous l'avons applaudi par rapport à la manière dont les choses s'est passées. À un certain moment, nous avons constaté un certain relâchement. Ce qui fait que on ne peut pas les coter aussi en dessous de la moyenne. Il a fait quelque chose et il y a encore des efforts à fournir. Les chefs de l'État, si je l'ai dit tantôt que c'était un discours bilan,
parce qu'il a brossé tous les domaines de la vie. Un discours campagne aussi, vous le savez, le chef de l'État a terminé par dire que les députés ou les Congolais avaient le choix entre répartir sur de nouvelles bases et consolider les acquis. Ça, c'est peut-être quelque chose ou une phrase qui ne peut pas passer inaperçue. Ça, c'était déjà une autre façon de faire pour dire aux Congolais, pour dire aux députés, quoique le moment n'était pas approprié, et renouvelez-moi encore les mandats pour que nous puissions consolider les acquis. Là, sur ces plans-là, je me dis, il a un tout petit peu quitté sa casquette de chef de l'État, mais il s'est mis dans la peau, du candidat Félix Tshisekedi. Or, les moments n'étaient pas indiqués. S'il faut encore analyser cette phrase, je pense que le rédacteur du discours du chef de l'État lui ont fait dire beaucoup de choses, peut-être qui ne sont pas totalement semblables à la réalité, et qu'il fallait des fois être réaliste, atténuer certains propos. S'il faut juste revenir un tout petit peu en arrière, en 2019, le chef de l'État n'a pas trouvé un pays sur le point zéro. Ça, il faut que nous puissions le dire. Il n'a pas trouvé les pays sur le point zéro. Il y a eu des efforts fournis par ses prédécesseurs, commençant par Kassavubu, on peut citer Joseph Désiré Mobutu, on peut citer Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila en passant. On ne peut pas aussi balayer du revers de la main tous les efforts fournis. Lui aussi, ce qu'il a fait, il a fait beaucoup de choses, dire repartir à zéro, c'est-à-dire l'état des droits qu'il nous a promis. Donc ça a été aussi balayé du revers de la main. Celui qui viendra, il doit répartir sur de nouvelles bases, et que les choses ne peuvent pas aller dans le sens de la continuité. Or, nous devons continuer. Il a posé sa pierre à l'édifice, donc il faut que la construction continue, même s'il ne revenait pas, mais les choses doivent continuer, même si c'est quelqu'un d'autre qui prenait les choses. Donc je pense que dans ce sens-là, on peut ne fût-ce que l'encourager sur ces plans-là, mais de manière générale, il n'a fait qu'un exercice tout à fait constitutionnel. Ouais, c'est dans ce sens-là. Monsieur Julien Ndala, est-ce qu'il y a des choses à saluer dans ces discours? Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous reprochez à ce discours du chef de l'État sur l'état de la nation, le discours bilan? Merci de la parole. En fait, Moïse vient de brosser le point négatif et le point positif de ces discours. Moi, si je vais analyser ces discours, je vais l'analyser sous deux angles. Je prends la forme et le fond. Peut-être je vais croiser Moïse, rencontrer ce que Moïse a dit dans le fond. Sur le plan formel, j'ai vu un président qui était très déterminé. C'est un long discours qu'il a fait. Félix Tshisekedi savait que c'était les derniers discours, constitutionnellement parlant, devant les députés, devant les sénateurs réunis en congrès. Et on a vu l'énergie qu'il a dégagée. On a senti que c'est quelqu'un qui a vraiment fait la mise en bouche de son discours. Suffisamment préparé. Oui, suffisamment préparé, et il venait avec détermination. Sur le plan en forme, j'ai beaucoup aimé cet engouement. Mais dans le fond, il y a beaucoup de choses que le chef de l'État a dit qui ne sont pas vérifiables sur le terrain. Vous savez, par exemple, quand le chef de l'État dit aujourd'hui un enseignant qui touchait plus ou moins 150 000 francs, il est arrivé à 408 000 et quelques francs congolais. Mais le chef de l'État a oublié que dans ces pays, dans certains coins de ces pays, il y a des enseignants qui sont impayés. Il a oublié que les enseignants ne touchent pas ces montants-là. Et donc, ce sont des choses qui sont vérifiables sur le terrain. C'est que le président de la République, certes, il y a des avancées dans ces secteurs-là, de l'enseignement par exemple, mais il y a beaucoup de choses encore à refaire. Il s'est tapé la poitrine sur la mise en œuvre de la gratuité, mais regardez, c'est vrai, la gratuité a été lancée, mais pour quelle qualité de l'enseignement? Aujourd'hui, vous avez un enseignant, par exemple, qui a plus de
100 élèves dans une classe, ce qui n'est pas normal parce que les standards internationaux veulent que un enseignant pour 50 élèves. Mais à cause de la gratuité, c'est vrai, on peut dire qu'on a récupéré plus de 6 millions d'enfants qui n'allaient pas à l'école. Mais oui, dans quelles conditions ces enfants étudient? On a vu dans ces pays, certains élèves étudient à même les sols. Et on a des enseignants qui ont des classes pléthoriques. Mais pour quelle qualité de l'enseignement? Certes, il y a des choses qui ont été faites. Mais quand on prend les domaines de la justice, par exemple, le chef de l'État lui-même a été le premier à décrier le fonctionnement de l'appareil judiciaire. C'était le bémol qu'il fallait placer sur son bilan. Donc, du point de vue de la justice, du fonctionnement de l'appareil judiciaire, il y a encore beaucoup de choses à dire. Madame, moi j'ai été au palais de justice cette semaine. Quand vous interrogez les avocats, ils vous disent que le palais de justice est dégoûtant à cause de certains comportements de certains magistrats, bien évidemment. Vous comprenez? Donc, il y a ces dégoûts-là que les avocats qui sont auxiliaires de la loi, qui sont en train de dénoncer tout le temps. Et c'est vérifié parce que le chef de l'État lui-même l'a dénoncé. Du côté du fonctionnement de l'appareil de justice, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et ce qui est dégoûtant encore plus, on a vu certains détourneurs. Les gens détournent de l'argent. On les met en prison et quelques temps après, ils sont relaxés. Non pour des soins médicaux, pour des soins appropriés. Et voilà, ou innocentés. Ça n'encourage pas les magistrats à faire bien leur travail, parce qu'on sent qu'il y a cette, comment dirais-je, des injonctions politiques qui sont données dans les domaines de la justice. Alors, ça, n'était qu'un exemple. Mais quand on analyse maintenant comment l'exécutif, par exemple, était en train de fonctionner ou fonctionne encore aujourd'hui, là encore, il y a beaucoup de choses à dire. On a vu certains collaborateurs du chef de l'État détourner l'argent de ces pays. Comment expliquer que nous sommes dans un pays qui se recherche, mais on apprend tous les jours qu'il y a des gens qui détournent des millions et qui ne sont pas poursuivis, par exemple? Comment expliquer que nous sommes dans un pays qui est en train de chercher le moyen, par exemple, pour financer les élections, mais on vous dit par un ministre des Finances que non, pour les Jeux de la francophonie, c'est 324 millions de dollars qui sont sortis, mais les directeurs de ces Jeux-là viennent pour vous dire que non, moi, je n'ai touché qu'une affaire de 67 millions de dollars. Et c'est silence radio. Après tous ces bruits, après tout ce que le ministre des Finances a dit, où en sommes-nous? Et les gens se sont enrichis comme ça sous le régime de monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi. Alors, c'est vrai, on ne doit pas dire que le tableau est très sombre, non, il y a encore des choses qui ont été réalisées. Je vais terminer par ce que Moïse a dit. C'est la phrase du président de la République qui a la conclusion pratiquement, qui a abîmé son discours selon moi. Il a oublié qu'il n'était pas le premier président de la République démocratique du Congo. Moïse a dit qu'il y a des choses qui ont été réalisées par le feu président Kasavubu. Quand on analyse l'histoire de ces pays, on vous dit que la bonne gouvernance, c'est avec Kasavubu, malgré le petit temps qu'il avait passé au pouvoir. Quand vous prenez Mobutu, on peut tout dire sur Mobutu, mais on sait que Mobutu a combattu pour l'unité de ces pays. Mobutu a tout fait pour que la République démocratique du Congo reste un pays unifié. Et ces pays étaient craints par
tous ses voisins, c'est lorsque Mobutu était encore président. Mais quand on prend Mosé Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui, Mosé Kabila est arrivé, il a fait ce qu'il a fait, il est passé, on prend Joseph Kabila. Joseph Kabila est arrivé, il a fait ce qu'il a fait, il est passé, mais nous dire aujourd'hui que nous avons le rendez-vous avec l'histoire, soit nous repartons à zéro, non. Comment nous allons repartir à zéro? Parce que lui-même d'abord, il a fait quelque chose. Donc, nous allons repartir sur des nouvelles bases, si et seulement si il n'est pas élu, ou il n'est pas réélu. Mais il y a des choses qui ont été faites. Dans un pays démocratique, nous devons apprendre à reconnaître les mérites des autres, surtout de nos prédécesseurs. Reconnaître que mon prédécesseur Joseph Kabila a fait ce qu'il a fait. Moi, j'ai pris le pays là où il était, je l'ai amené à un niveau donné. C'est aussi construire la beauté démocratique. C'est aussi annoncer à la génération future que nous sommes appelés à nous entraider. Nous sommes appelés à reconnaître les efforts fournis par les autres, parce qu'en réalité, nous vivons dans un pays où chacun est appelé à jouer son rôle selon le mandat qu'il a. Et après le mandat, le pays va rester et les hommes passent, comme on dit, les institutions restent, les hommes passent. Et donc, les présidents, certes, c'est de la bonne guerre, c'est un jeu politique. Il a saisi la balle au bon pour lui, pour pouvoir lancer un message. L'occasion faisant le larron. Oui, l'occasion faisant le larron, il a profité de son rang pour pouvoir lancer un autre message de campagne. Ce qui n'est pas aussi bon en démocrate, parce que l'UDPS nous dit tout le temps que c'est la démocratie dans son sein. Quand on est là, les profils devraient rester celui du chef de l'État qui vient prononcer son dernier discours devant les congrès et non lancer directement en campagne, c'est lancé directement en campagne électorale. Et donc, vous l'avez compris, messieurs et dames, que nos invités ont directement touché la question liée à l'enseignement, la justice, ainsi de suite. Parlons de l'enseignement. Je suis toujours avec vous, monsieur Junior Ndela. Parlons de l'enseignement. Évidemment, vous avez déploré quelque chose dans ce que le chef de l'État a eu à dire, notamment le salaire de l'enseignant. Il a parlé de ce salaire qui est passé de 159 67 francs congolais à 408 déjà et quelque chose sous son quinquennat. Alors, le chef de l'État a dit cette phrase que je vais répéter. Il dit tout ce qu'il vient de relever par rapport à la situation des enseignants, la situation des écoles, parce qu'il a parlé des réajustements, des frais de fonctionnement des écoles primaires, ce réajustement qui a conduit à une augmentation de 45 000 francs congolais à 200 000 francs congolais pour les écoles de 1 à 11 classes. Alors que vous avez déjà parlé des classes pléthoriques ici, il a essayé et certaines écoles n'ont pas des frais de fonctionnement. Voilà. Ainsi, il finit pour dire que ce qui prouve que la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement est incontestablement un grand succès sous son quinquennat. Un grand succès, non, moi je ne dirais pas ça. Et parce que tout ce que le président a dit, vous savez que certaines écoles n'ont pas de frais de fonctionnement. Ils se sont plaints, ils ont même organisé des grèves. Voilà. Il y a des jours où les enfants n'allaient même pas. Voilà. Parce que tout simplement, ces écoles-là ne recevaient pas ce que le président a dit dans son discours. C'est qu'à un certain moment, les politiciens doivent transcender leur ego pour rester réalistes. Parce que lorsque vous dites que bon, les écoles reçoivent des frais de fonctionnement, alors que sur le terrain, il y a certaines écoles qui n'ont jamais reçu ces frais de fonctionnement, on vous trouve démagogue. Et donc, ici, moi je pense que les présidents devraient bien, ou les rédacteurs du discours du chef de l'État devraient rester dans la réalité. Parce qu'ici, c'est l'œuvre du ministre de l'Enseignement. Effectivement, vous savez que dans ces pays, on avait eu des problèmes avec ces genres de discours.
Quand le président honoraire Joseph Kabila vantait la magistrature qui venait de renaître avec les magistrats qui étaient recrutés, il avait parlé d'un salaire que les magistrats ne touchaient pas. Et au lendemain de son discours, le magistrat avait déclenché un mouvement de grève parce que les discours du chef de l'État n'étaient pas conformes à la réalité. Vous voyez, c'est dans le même registre que nous nous retrouvons avec le président Tshisekedi sur ces points-là. Et en dehors de ça, je voudrais évoquer un point quand nous touchons les domaines, par exemple, de la santé. Vous savez que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les médecins sont en grève. Les infirmiers ont quand même repris, non? Oui, ils ont repris. Je dirais que c'est peut-être par pitié. Voilà. On dit que c'est sur base d'une promesse. Les médecins sont encore en grève. Mais le chef de l'État a vanté la couverture santé universelle. Mais comment expliquer que vous mettez des choses en pratique, en fait, en place, mais ceux qui doivent exécuter cela ne sont pas pris en charge. Vous voyez. Donc ce sont des petites réalités qui, lorsqu'on les confronte au discours du chef de l'État, on trouve qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été rédigées sans être vérifiées sur le terrain. Et les rédacteurs de ces discours-là, chacun dans son secteur, devrait faire ces petites nuances parce que ça peut embraser les choses. Hein. En tout cas, Monsieur Moïse Kalouloua, nous sommes intéressés par ces chiffres que le chef de l'État a donnés avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Le salaire moyen d'un enseignant est passé de 159 662 067 francs congolais à 408 689 067 francs congolais sous son quinquennat. Le chef de l'État a donné encore d'autres chiffres. Il a dit que les réajustements des frais de fonctionnement des écoles primaires ont conduit, c'est plusieurs réajustements qui ont conduit à une augmentation de 45 000 francs congolais à 200 000 francs congolais pour les écoles de 1 à 11 classes. D'autres chiffres que le chef de l'État a donnés toujours dans le cadre de l'enseignement de base, 420 190 francs congolais pour les écoles de 12 à 18 classes, 620 190 francs congolais pour les écoles de 19 classes ou plus, ainsi de suite. Alors, il a parlé aussi de l'octroi de 10 millions de francs congolais comme frais de fonctionnement à chaque école officielle de référence. Monsieur Moïse, comment trouvez-vous ces chiffres que le chef de l'État a présentés? Parce que nous le savons que ces chiffres ne peuvent provenir que du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, sauf erreur de notre part. Alors, comment trouvez-vous ces chiffres au regard de la réalité sur le terrain? Parce qu'en tant que journaliste, vous effectuez des descentes sur le terrain. Vous voyez les réalités dans les écoles purement publiques de l'État. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je pense que effectivement le chef de l'État a manifesté cette volonté de pouvoir faire mieux les choses dans les secteurs de l'enseignement. Avec les chiffres avancés, je me dis, le chef de l'État, ça c'est l'idéal, ça reste l'idéal. Et c'est ce qu'il compte faire, c'est ce qu'il fait. Mais peut-être allons sur le terrain pour vérifier si ces chiffres-là sont réels ou si ça rencontre bien l'attente des enseignants. Je crois, on l'a dit tout à l'heure sur ces plateaux, qu'il y a certaines écoles qui ne reçoivent pas encore le frais de fonctionnement. Ça, c'est un problème. Je pense que ce sont des choses comme ça. Et que quand les chefs font un discours, on doit aussi lui souffler à l'oreille. Qu'effectivement, on envoie des frais de fonctionnement aux écoles, mais il y a certaines écoles qui ne reçoivent pas encore ce frais de fonctionnement. Comme ça, quand les chefs tiennent un tel discours, ils pensent directement, ils dévancent les événements pour dire, par exemple, que nous sommes conscients que certaines écoles ne reçoivent pas encore ce frais-là. C'est juste un exemple, et qu'à notre niveau, nous voyons comment faire pour que chaque école soit rétablie dans ses droits. Je pense que de cette manière de faire, ça peut encore plus encourager les gens. Vous savez, quand des politiques... Mais ici, le chef de l'État l'a dit, on dirait que c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, oui, mais est-ce que c'est ce qui se passe sur le terrain?
Parce que, voilà, je n'interromps pas Moïse. On ne doit pas confondre les centres urbains et les villages. Hein. C'est aussi ça le problème. Voilà. Est-ce que ce qu'il dit, c'est ça, effectivement, la réalité sur le terrain? Oui, c'est la réalité sur le terrain. Est-ce que toutes les écoles bénéficient vraiment de ces chiffres? Voilà. Il peut avoir raison de dire que c'est ce que nous faisons déjà. Lui, il ne reçoit que le rapport. C'est le ministre de l'EPST, à son niveau, il établit aussi un discours, il lui dit non, dans notre domaine, voici ce que nous avons réalisé. Et lui, en tant que garant de la nation, il ne fait que lire. Et qui peut aider les chefs de l'État? C'est nous, la population. C'est nous, journalistes, en dénonçant ce qui n'est pas réel. Revenons sur les salaires, le réajustement du salaire des enseignants. Là aussi, il y a à boire et à manger sur ces points-là. Parce que le chef de l'État peut encore être fort, peut encore se taper sur la poitrine pour dire qu'effectivement, nous avons fourni beaucoup d'efforts pour que les salaires des enseignants quittent, je ne sais pas moi, de 200 ou 150 000 à 400 et quelques mille francs. Oui, mais voyez ici chez nous, on agit sur base du taux d'échange sur le marché. Ça, c'est un problème très capital. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, en passant sur les avenues du centre-ville, le taux est affiché. C'est 262, 263, c'est-à-dire 2630 francs congolais pour $1 américain. Pour entraîner les montants que les chefs de l'État a donnés. Divisez ça par les taux d'échange, vous allez vous rendre compte que c'est une affaire de 100 et quelques dollars. Si on peut aller à 160 ou 100 combien de dollars. Si on peut faire une petite comparaison, quand les autres touchaient, disons, le montant qu'il a cité, j'ai pris de 100 ou les 200 qu'il a trouvé là, divisé par les taux d'échange de l'époque. Vous allez vous rendre compte que c'est à peu près la même chose, il n'y a pas grand chose qui change. Les chefs de l'État pouvaient encore se dire que j'ai fait quelque chose si on avait stabilisé les taux d'échange sur le marché. Ça c'est, imaginez aujourd'hui on vous paye malheureusement dans le discours il n'a pas touché cet aspect-là, alors que c'est quelque chose qui est réel. Nous, tout s'est fait en fonction du taux d'échange sur le marché. Même les transports, c'est sur une base du taux d'échange. Qui est à la base des plages aujourd'hui. Oui, donc ça c'est vraiment quelque chose de très capital. C'est vrai, les chefs de l'État a brossé peut-être en passant la situation socio-économique du pays sans toucher les taux d'échange. Ça, c'est un problème capital. Moi, je me dis, à certains niveaux, on devait faciliter la tâche aux chefs de l'État. Moi, je vois notre président, il a cette volonté de faire mieux. Ça, je dois le reconnaître. Il a la volonté de faire mieux. Mais comme le disait son prédécesseur, la volonté parce que le mandat est en train de... Il avait la volonté de faire mieux, il a encore la volonté de faire mieux parce que quand il a demandé qu'on puisse encore lui faire confiance, c'est-à-dire qu'il a la volonté de faire mieux. Mais c'est ce qui va déterminer maintenant. Les gens, vous voyez, la population actuellement n'est pas dupe. On est en train de voir les choses, on s'est dit, bon, faut-il encore renouveler les mandats du chef de l'État pour qu'il fasse mieux? Peut-être oui. Accordons-lui oui, accordons-lui la chance, d'autres se disent, bon, peut-être donnons la chance à quelqu'un d'autre. Ça, c'était un moment très capital. Très capital pour le chef de pouvoir convaincre. Il devait convaincre par de chiffres, il devait convaincre par de faits, et la population tirerait au moins la conséquence de tout ça. Moi, je me dis que des chiffres qu'il a donnés, effectivement, il ne pouvait que donner des chiffres, parce que quand dans les discours, il y a les chiffres, ça attire, ça accroche. Et quand les chiffres ne se rapprochent pas à la réalité, on se pose des questions. Déjà, la veille, plutôt après, un jour après ces discours, des SMS ont commencé à circuler. À circuler, oui. Moi, j'ai vu des gens se dire que les chiffres qu'on a donnés là, ce n'est pas le chiffre qu'on reçoit. Voilà. C'est pas différent du discours qu'on a vu, les discours. Vous voyez, avec les politiques, c'est toujours comme ça, les discours du gouverneur, le point de presse. Il fait un autre discours, et après, les gens commencent à manifester sur la rue pour dire que ce qu'il a dit. On a eu des problèmes avec nos bailleurs, on a eu des problèmes avec nos femmes à la maison, parce qu'on a dit, ça peut être le cas aussi de ces discours.
Imaginez, madame, vous avez dit à votre mari que je suis enseignant, je touche 400 000, mais toi, chaque fin du mois, tu reçois un SMS ou tu reçois 250 000, 300 000 francs et que les chefs disent ça. Qu'est-ce que... Imaginez dans la situation que vous allez vous retrouver. C'est un peu comme l'affaire du présumé détournement à la GCAMI. Imaginez. Il y en a qui disent qu'ils ne sont pas payés ou ils sont moins payés, mais ils se rendent compte qu'il y a des 10 millions de dollars. Imaginez. C'est vraiment ça le vrai problème. C'est vraiment ça le vrai problème. Monsieur Junior, vous aviez déjà une réaction. Oui, c'est tout ça qui dérange. Ouais. Vous voyez, madame, c'est tout ce qui dérange le peuple. Vous nous dites qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'argent pour faire ça, pour faire ceci ou cela. Mais on entend des gens qui détournent des millions. En République démocratique du Congo, les opérateurs politiques sont champions en détournement des millions. Ils ne détournent pas des francs congolais, c'est seulement des millions de dollars. Et ce qui fait très mal, c'est quand on analyse les conditions de vie de la population. Les conditions de vie de la population sont à déplorer, mais les gens sont là, ils détournent et et donc les choses ne vont pas changer. Moi je crois que si le chef de l'État a besoin que le peuple lui renouvelle la confiance, il doit aussi nettoyer sa cour. Alors monsieur Junior, on va rapidement boucler avec le secteur de l'enseignement. C'est là que nous sommes. Le chef de l'État a donné un autre chiffre par rapport aux écoles construites en République démocratique du Congo. Il a parlé de la construction de 1041 écoles par le gouvernement et 175 écoles avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Oui, ça c'est vérifiable. Il y a des efforts qui ont été fournis. Lorsque vous interrogez les partenaires techniques et financiers, ils ont le même chiffre. Et ça, c'est vérifiable. Je voudrais épingler un point. Vous savez, dans notre pays, on connaît les salaires de l'enseignant, mais on ne connaît pas les salaires du chef de l'État. Et le chef de l'État lui-même ne connaît pas son salaire. On nous parle de la réduction du train de vie des institutions, mais jamais le gouvernement nous a dit un ministre touchait autant et aujourd'hui il touche autant. Vous voyez, je voudrais juste vous donner un exemple. Aujourd'hui, pour 500 sièges à la députation nationale, nous avons 22 millions, plus de 20 000. Plusieurs candidatures. Candidats. C'est ça, c'est l'image que la classe politique a donnée au peuple congolais. C'est dans la politique, où il y a beaucoup d'argent. Et voilà, aujourd'hui, tout le monde veut faire la politique. Je disais qu'aujourd'hui, on connaît, même les chefs de l'État, quand il parle du salaire de l'enseignant, il est content. Mais quand on lui pose lui-même la question, combien vous touchez, il dit qu'il ne connaît pas son salaire. Vous voyez un peu. Donc, à un certain moment, je crois qu'on doit plus évoluer avec ces chiffres qu'on donne, avec des réalisations que l'on est en train de faire, et puis rester réaliste. Donc dans le domaine dans le secteur de l'éducation, de l'enseignement, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis. Et ça, c'est vérifiable et c'est encourageant. Mais c'est dans les autres domaines. Aujourd'hui, par exemple, c'est mentionné noir sur blanc que nous avons droit à l'eau et à l'électricité. Mais les radios souffrent, par exemple, pour émettre certaines radios, certaines télévisions émettent sous-groupes électrogènes. Ça prouve à suffisance que, par exemple, dans le domaine de l'énergie, il y a encore beaucoup à faire. Et là, j'ai regretté une chose dans le discours du chef de l'État. Il ne nous a pas dit qu'il a, par exemple, amélioré les conditions des dessertes en eau potable, en énergie. Le chef de l'État a encore fait des promesses. Vous voyez? Il y a quand même des promesses aussi qui ont été faites dans ce discours. Oui, mais par rapport
à ce qu'on attendait de lui, c'est pas grand-chose. Vous voyez, donc, certes, il y a ce qu'il a fait, c'est ça. Aussi, ce qu'on appelle mandat. Et donc, on a 5 ans, on peut faire ce qu'on peut faire. Et puis, on peut aussi laisser la chance aux autres si on n'a pas bien fait ce qu'on a promis. Et c'est le peuple qui a les derniers mots. Monsieur Moïse, nous entrons dans le domaine de la communication de masse, principalement s'agissant de la liberté de la presse. Le chef de l'État a encore donné cette phrase: à ces jours, la situation de la presse se porte de loin mieux qu'hier. Mais il l'a dit tout en condamnant les actes d'atteinte à la liberté de la presse. À ce niveau-là, dans son discours, comment vous avez trouvé le chef de l'État? Le chef de l'État, dans son discours, il ne pouvait pas, à mon sens bien sûr, il ne pouvait pas dire que il n'a pas fourni beaucoup d'efforts sur ces plans-là, mais il devait agir, je crois, de manière pratique. Il devait nous surprendre. Vous voyez, il y a un cas emblématique ces jours-ci. On en parle à Lubumbashi, on en parle à Kinshasa, sur le plan national, sur le plan international. Je crois lui-même, même dans l'entretien qu'il a accordé aux chaînes RFI et France 24, il a souligné les cas de notre confrère Stanis Boudjakera. Je crois peut-être, ça c'est un cas parmi tant d'autres. Il y a encore des journalistes qui souffrent pour leurs opinions. Je crois que les chefs de l'État devaient nous surprendre peut-être avant son discours et que si avant son discours on avait appris peut-être que Stani, des poursuites contre Stani si Stani avait retrouvé sa liberté et que après les chefs de l'État, bien sûr, prononcent un tel discours, je crois que ça allait plus encore approcher les gens. À dire que la liberté de la presse porte bien, je pense à la place, les chefs peut-être pouvaient dire il y a des efforts qui ont été fournis et nous continuons à fournir encore beaucoup d'efforts pour que les journalistes puissent bien travailler dans des conditions plus ou moins passables. Mais dans le contexte qui est le nôtre, nous ne sommes pas à la hauteur des propos du chef de l'État. Mais il a quand même vanté le fait que nous avons... il a déclaré que la loi sur la presse, la loi numéro 96/002 du 22 juin 1996, il a qualifié cette loi de liberticide et que grâce à son quinquennat, mais la nouvelle loi n'est pas encore publiée au journal. Voilà. C'est encore un problème. Donc, dans la démarche des choses, c'est ce qu'on a dit, les efforts sont quand même fournis, mais nous ne sommes pas encore à la hauteur. Être à la hauteur, c'est quand on voit des actions concrètes. On a fait un pas, on attend la publication de cette nouvelle loi, la loi Mouyaya, et on attend que le chef de l'État puisse résoudre les cas des journalistes qui vivent. Il y a certains qui vivent en clandestinité, d'autres qui sont en dehors du pays, d'autres encore sont astreints carrément au silence pour éviter qu'ils soient poursuivis, et que tout ça constitue que le climat n'est pas encore bien apaisé pour que les journalistes puissent s'exprimer librement, comme d'ailleurs lui-même il le souhaite. Quand il tenait les pouvoirs, il avait promis qu'on n'arrêterait pas des gens, peut-être qui pouvaient, pour leurs propres opinions. Je crois que cet élan, cette promesse devait être réalisée, mais tant qu'on n'atteint pas encore ces niveaux-là, je crois que si on peut évaluer, on peut se dire, jusque-là, on n'a pas encore réussi, on n'est pas encore arrivé à la hauteur de cette promesse. Il y a encore du travail à faire, quoique les efforts sont faits. Continuons encore à fournir ces efforts jusqu'à ce qu'on va atteindre ces niveaux-là. Dès qu'on atteint les niveaux, je crois, ça va se sentir. Et on va le dire. Monsieur Junior Ndala, par rapport à la liberté de la presse, surtout que le chef de l'État a parlé aussi du statut du journaliste. Le journaliste, d'après lui, n'a pas encore le vrai statut, ou n'avait pas encore le vrai statut de journaliste à cause de l'intrusion des gens qui ne sont pas du domaine, ainsi de suite. Je pense que vous avez suivi cela. Alors, par rapport à la liberté de la presse, vous dites quoi? Et non seulement quand il parle du statut, mais qui est à la base de ces statuts, de ces mauvais statuts du journaliste?
c'est l'homme politique. C'est l'homme politique congolais. Aujourd'hui, c'est prouvé noir sur blanc que 90% des médias en République démocratique du Congo appartiennent aux hommes politiques et aux confessions religieuses. Mais ce sont ces hommes politiques-là qui maltraitent les journalistes dans leur boîte. Et donc, et d'ailleurs, j'aide a publié son rapport sur les cas d'atteinte à la liberté en République démocratique du Congo. Sous les règnes de M. Félix Tshisekedi, les tableaux est noir. Plus de 500 cas d'atteinte à la liberté. 5 journalistes assassinés. Et donc, c'est les tableaux sombres. C'est-à-dire, la presse marche, ne fonctionne pas convenablement. Aujourd'hui, nous parlons du statut du journaliste qui était obsolète dans la loi de 1986. Oui, tout le monde le disait, même les journalistes eux-mêmes. Ce sont les journalistes qui ont poussé à ce que cette loi soit revisitée. Aujourd'hui, nous avons la nouvelle loi, la fameuse loi Mouyaya, qui bloque la publication de cette loi au journal officiel. Et donc, je me rends compte qu'à la fin du mandat, les chefs de l'État viendra nous dire aussi, comme avait dit Joseph Kabila, que je regrette de n'avoir pas été entouré de bons collaborateurs. On sent la volonté, depuis les débuts du mandat, on sent la volonté de Félix. Oui, on sent que le chef de l'État a cette volonté de changer les choses, mais il est toujours bloqué par son entourage. Il est toujours bloqué par son entourage. Et pour revenir à la loi, nous attendons la promulgation de cette loi, la publication de cette loi au journal officiel. Mais le chef de l'État vient vous dire, il vante, oui, la presse est le 4e pouvoir, entre-temps dans son pays, plus de 500 cas d'atteinte à la liberté, les journalistes sont tués, les journalistes sont malmenés, les journalistes sont appelés à vivre en clandestinité. Mais il n'y a pas quand même d'avancée, M. Junior, par rapport à la liberté de la presse. Quelle avancée lorsque vous avez plus de 500 cas d'atteinte à la liberté et lorsque vous avez des journalistes qui sont assassinés? Quelle avancée? Même le porte-parole du gouvernement central lui-même l'a dit. Lorsqu'un journaliste est arrêté, c'est un mauvais signal que le pays envoie dans le monde entier. Aujourd'hui, les cas emblématiques de notre confrère Boudiakira, on ne comprend plus rien. Les gars n'avaient pas signé. Mais pourquoi vous arrêtez ces messieurs? On sait que les journalistes sont toujours utilisés. Ils sont importants lorsqu'on veut sauvegarder ses intérêts politiques, lorsqu'on veut transmettre une opinion quelconque, mais on ne comprend pas pourquoi cet acharnement sur les journalistes, sur la presse. Aujourd'hui, je crois qu'en toute modestie, le chef de l'État a compris qu'avec les récents rapports des GIEC, la liberté de la presse est encore un sujet sur lequel il faut beaucoup travailler. Et les collaborateurs du chef de l'État doivent l'aider dans ce sens-là. Assainir les médias, c'est bien. Assainir ce secteur, c'est bien. Mais les politiques qui créent ces entreprises audiovisuelles doivent aussi comprendre que les journalistes ont le droit et ils ont aussi les devoirs. Et donc, il ne faut pas plus se pencher sur le devoir tout en oubliant les droits de journalistes. C'est-à-dire qu'il faudrait repenser l'appréhension de médias par le politique congolais. Effectivement, et nous attendons la promulgation, la publication de cette loi au journal officiel. Et pour clore avec le sujet sur la lecture du dernier discours du chef de l'État Félix Tshisekedi, nous allons prendre cet aspect. Monsieur Moïse Kalouloa, après plus de 2 décennies sur notre sol, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main. Déclaration de Félix Tshisekedi, président de la République, au sujet du départ de la MONUSCO. D'ailleurs, vous le savez, il est demandé qu'il y ait départ accéléré de la MONUSCO à partir de décembre 2023. Sur ce coup-là, par rapport à la situation sécuritaire dans notre pays, qu'est-ce que vous pouvez dire rapidement, en quelques mots?
Je pense que c'est d'abord la volonté du peuple. Vous voyez, plusieurs fois, il y a eu des manifestations du côté Est pour que la MONUSCO puisse nous laisser. Et il y a eu même des morts par rapport à cela. Et je crois, au regard de la mission de Nations Unies, de son cahier des charges pour la partie Est du pays, je pense que c'était opportun que les chefs de l'État puissent adhérer d'abord à cette philosophie, puissent comprendre que la population veut maintenant que nous puissions prendre les choses en main et que nous puissions faire avancer les choses. Je crois que sur ces plans-là, le chef de l'État n'a fait que rencontrer l'attente de la population. C'est vrai, la MONUSCO a fait sa part pendant presque 20 ans et que quand on sent que les résultats ne sont plus bons, on ne peut pas continuer une telle collaboration tant que on ne sent pas qu'il y a un apport. Mais ma crainte est que nous puissions tourner les dos à la MONUSCO, mais qu'on laisse sur notre sol encore une autre force qui risque, voilà, qui risque et il y a celle de la SADC qui doit venir. C'est comme qui dirait, on fait, lui-même dans les discours, il a dit, il est temps que nous puissions prendre notre destin en main. Comment peut-on prendre notre destin en main alors que nous tendons encore la main à une autre force? Je pense peut-être qu'il devait bien repenser les choses. Peut-être qu'on peut faire venir d'autres, une autre force, et qu'on regrette le départ de la MONUSCO. C'est-à-dire peut-être sur le plan efficacité sur le terrain, parce qu'il ne suffit pas seulement de faire venir les gens, mais il faut résoudre les problèmes. On ne va pas continuer à connaître la guerre dans cette partie est du pays. Peut-être nous autres ici, nous vivons un peu paisiblement, mais ce n'est pas le cas pour les gens, nos concitoyens, nos compatriotes qui vivent dans la partie est de la République. Donc ils sont habitués à ces mouvements de guerre pendant plus de 2 décennies, c'est déjà beaucoup. Alors si on prend cette résolution de faire partie de la MONUSCO, c'est bien, on veut prendre le destin en main, mais qu'est-ce qu'on prend comme stratégie d'abord en interne pour pouvoir pallier à ces déficits qu'on peut constater avec le départ de la MONUSCO? Qu'est-ce qu'on va faire? Et doit-on seulement nous pencher du côté de la force de l'EAC ou doit-on encore appuyer sur le plan logistique notre armée? Doit-on encore investir avec la formation des officiers, le recrutement des jeunes pour que cela puisse aussi un peu avoir de l'impact sur le terrain? Je crois que si on revoit la stratégie dans ce sens-là, je crois que le chef de l'État a raison de nous dire que nous devons prendre notre destin en main. Et on va juger le chef de l'État. On va les juger pas aujourd'hui, on va les juger demain, quand ça sera réel. Quand ils vont partir, si on se rend compte que sur le terrain, la situation s'améliore, on va applaudir. C'est quelque chose qu'il aura aussi fait, donc il aura marqué aussi son temps dans ce sens-là. Mais si ça ne produit pas de bons résultats, même Moïse, quand il faisait quitter les enfants, les Israélites d'Israël de l'Égypte vers Canaan, à un moment donné, ils ont été contraints de lui dire, est-ce qu'il n'était pas mieux de nous laisser à l'Égypte? Il ne faudrait pas que les gens puissent aussi dire au chef d'État, est-ce qu'il n'était pas mieux de laisser la MONUSCO? Je crois que tout dépend de la manière dont il va gérer les choses. Et le chef de l'État est responsable. Il est responsable. Le garant de la nation. Le garant de la nation, il est responsable. Donc, il a tout intérêt d'appliquer une très bonne stratégie ou de nous laisser une très bonne stratégie pour que nous ne puissions pas dire en tout cas ce qu'il a fait c'était juste pour céder la partie est du pays. Monsieur Junior Ndala, à ce sujet, est-ce que l'on peut dire quand même que c'est un point positif sur le mandat du président Félix Tshisekedi, le fait qu'il ait obtenu quand même l'acceptation par les Nations Unies du départ accéléré de la MONUSCO pour la fin de cette année? En fait, ce n'est pas un nouveau discours, ça a commencé avec Joseph Kabila. Déjà, Joseph Kabila et la majorité du peuple congolais demandaient le départ de la MONUSCO. Et lorsque vous interrogez nos frères et sœurs qui vivent par exemple dans des zones occupées par les rebelles du M23 et voilà, ils en ont marre. Ils vous disent clairement que oui, il faut que la MONUSCO parte. Mais c'est avec raison, madame. Aujourd'hui, ce n'est pas votre voisin qui viendra mettre de la propriété dans votre parcelle. Ce n'est pas la force régionale qui viendra mettre la fin à la guerre que la République démocratique du Congo connaît aujourd'hui. Ce n'est ni l'EAC ni la force régionale de la SADC
moins encore la MONUSCO. Parce que déjà le secrétaire lui-même des Nations Unies vous dit que non, vos ennemis sont lourdement armés, plus que vous. La MONUSCO elle-même vous dit ce n'est pas nous qui allons vous donner la paix, vous devez vous battre. Et donc, moi je crois qu'il est temps. Et ce n'est pas un secret. Même les politiques eux-mêmes savent que nous avons des hommes et femmes dignes au sein de notre armée qui subit bien évidemment des réformes que nous apprécions, qui sont capables de combattre jusqu'au front. Et donc, moi je crois qu'à un certain moment, nous devons plus nous remettre en cause en responsabilisant nos forces armées, parce qu'il est démontré que lorsque le peuple congolais se met ensemble pour des causes justes, nous arrivons toujours à la victoire. Et donc, moi je crois que les réformes apportées à notre armée, les efforts fournis par le gouvernement en achat, bien évidemment, d'armement, et puis tout ce que nous sommes en train de connaître, moi je crois qu'il est temps aussi de prendre notre propre destin à main, et le chef de l'État a raison. Nous devons nous-mêmes nous conscientiser, nous devons nous-mêmes nous battre pour notre pays, pour que l'ennemi ne puisse pas avoir de la place. Et c'est prouvé, même les politiques eux-mêmes savent que lorsqu'il faut par exemple choisir les bons soldats, les bons généraux, que nous avons des généraux qui peuvent mettre fin à tout ce que nous décrions à l'Est, nous allons arriver à cela. C'est donc une question d'identité nationale, c'est donc une question de conscience nationale, et je crois que le chef de l'État sur ces points a raison. La MONUSCO peut partir, le peuple congolais et ses forces armées vont se battre pour que l'intégrité du pays soit restaurée. Voilà, et messieurs et dames, nous allons prendre rapidement la seconde question qui doit faire objet des traitements dans le décryptage de ce soir. Nous venons de parler du discours du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Là, nous parlons maintenant de l'évolution du procès de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, qui est poursuivi pour détournement des fonds destinés, donc au projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo, un projet qui a été lancé depuis 2014. Alors, le procès de Matata Ponyo avait débuté en 2021. C'était un certain 25 octobre 2021. C'était le tout premier procès de Matata Ponyo qui, vous le savez, est candidat à la présidentielle de 2023, c'est-à-dire pour les élections de cette année. Et ce procès avait été renvoyé au 8 novembre 2021. Alors, en date du 8 novembre 2021, les prévenus à ce procès, il y a Matata Ponyo, il y a Grobler et tant d'autres, Deogracias Mutombo, l'ancienne autorité de la Banque centrale du Congo. Ces prévenus avaient donc demandé, avaient exigé que le procès soit plutôt au niveau de la Cour de cassation. Parce que, d'après eux, la Cour constitutionnelle était incompétente pour juger, c'est-à-dire parmi lesquels se trouve Matata Ponyo, l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo sous Kabila. La Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente. Et en date du 15 novembre 2021, la Cour constitutionnelle rend son arrêt au cours de l'audience publique se déclarant incompétente à connaître des poursuites à l'égard des prévenus. Et à l'époque, le président de la Cour constitutionnelle, c'était M. Dieudonné Kalouba. Et le 18 novembre 2022, la Cour constitutionnelle s'est déclarée compétente pour examiner l'exception d'inconstitutionnalité et des questions de constitutionnalité soulevées. La Cour constitutionnelle s'était prononcée en interprétation de l'article 164 de la Constitution. Et aujourd'hui, nous sommes en date du lundi 13 novembre 2022.
2023, la Cour constitutionnelle a renvoyé le procès de Matata Mponyo au 18 mars 2024. Et d'ailleurs, c'était un procès par défaut parce que Matata Mponyo, c'était l'audience par défaut parce que Matata Mponyo était absent. Ses avocats ont présenté un document médical. Nous parlons de l'évolution du procès de Matata Mponyo. Monsieur Junior Ndala, je commence avec vous pour cette question. On y va rapidement, messieurs et dames, nous n'avons pas beaucoup de temps. Comment trouvez-vous l'évolution du procès de Matata Mponyo depuis le début jusqu'aujourd'hui, ce procès qui est renvoyé en 2024 parce que la Cour constitutionnelle doit étudier les contentieux post-électoraux. Alors, comment vous analysez le déroulement de ce procès? En fait, ça donne une image d'une série qui n'a pas encore dit son nom. Mais je me rappelle sur ces plateaux, lors de la rétrospective, je vous avais dit que la Cour constitutionnelle est en difficulté. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est dit, vous savez, les politiques, ils savent se protéger. Il est dit noir sur blanc qu'on ne peut pas poursuivre un Premier ministre qui n'est pas en fonction. Et ça, même nous les amateurs en droit, nous savons bien les comprendre, sauf les experts en droit. Et c'est comme ça qu'à un certain moment, on sent de l'instrumentalisation de la justice dans notre pays. Comment expliquer que les choses qui sont claires pour nous les amateurs, mais pour les spécialistes en droit, ces choses-là compliquent. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente, et puis elle revient, non, nous sommes compétentes, mais de qui se moque-t-on dans ces pays? Et aujourd'hui, on vous dit non, nous sommes préoccupés par les contentieux électoraux, nous laissons ces dossiers, nous allons récupérer ces dossiers en 2024. Et si Matata passait président de la République, je parle bien au conditionnel, si Matata passait président de la République après les élections, la Cour va-t-elle poursuivre Matata Mponyo? Non, il sera en fonction, le président de la République en fonction. Voilà. Donc, à un certain moment, nous devons être sérieux. Les juristes sont aussi à la base de beaucoup de choses. Vous savez, un jour, j'ai posé la question à un juge. J'ai dit, mais comment aujourd'hui on sent que le pouvoir exécutif conduit le pouvoir judiciaire? Et aujourd'hui, même les experts en droit constitutionnel, ceux qui nous disaient hier que Kabila, Kabila peut briguer un troisième mandat. Aujourd'hui qu'ils ont changé de camp, ils ont changé aussi de langage. On sent que les juristes se moquent par moment de nous les amateurs. Et donc, c'est une série. Et la Cour constitutionnelle est en difficulté. Moi, je crois qu'il est temps de mettre fin à ces procès. Comme ça, on s'est passé à autre chose. Et une chose, j'ai suivi Matata Mponyo sur Télé 5 ans. Il dit qu'il avait été le premier à écrire à l'inspection générale des finances pour enquêter sur la gestion de Boukangalos. C'était après son mandat. Et aujourd'hui, il est poursuivi comme auteur intellectuel. Comme auteur intellectuel, ils peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire, mais nous pensons que la séparation de pouvoir dans ces pays doit être démise. On doit vivre ça. Et les juges, les magistrats doivent agir en toute indépendance. Il faut cesser des interférences politiques dans les affaires judiciaires. Ça tue notre pays. Et je crois que la Cour constitutionnelle doit prendre ses responsabilités, parce qu'il ne faut pas dire les droits selon les régimes, selon les tendances politiques. À ma qualité d'amateur en droit, je préfère dire que les experts, les spécialistes en droit doivent nous éviter des séries
des scénarios, des films, des procès, voilà, des choses qui ne disent pas leur nom. Monsieur Junior Ndala, on n'a pas beaucoup de temps. Monsieur Moïse, c'était un deuxième procès qui a été ouvert. Matata Mpogno à la Cour constitutionnelle le 21 août 2023, on a ouvert un deuxième procès. Après que la Cour constitutionnelle s'était à nouveau déclarée compétente au regard de ce que la Cour de cassation a présenté. Alors, vous, comment vous trouvez l'évolution de ce procès jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on le renvoie en 2024, ce qui permet au candidat président de la République de battre sa campagne électorale? Moi, je pense, par contre, que il y a un flou entretenu par la Cour constitutionnelle par rapport à ces dossiers. Okay. Et ces flous profitent à Augustin Matata Mpogno. Parce que vous savez, quand on accuse quelqu'un, il faut réunir tous les éléments possibles. Parce qu'il y a un principe de droit qui dit les doutes profitent à l'accusé. Dans les cas de Matata, j'ai l'impression comme s'il y a un doute encore sur deux faits. Alors, ce qui fait qu'au niveau de Matata, il se trouve un peu dans une position plus ou moins confortable. Parce que le fait de tirer en longueur ces procès... C'est-à-dire toujours en sa faveur. Voilà, ça c'est toujours en sa faveur. Au départ, il doit se réjouir aujourd'hui parce qu'au départ, quand il s'est déclaré candidat à président de la République, c'était quelques jours après avoir annoncé qu'il devait être poursuivi. Pour lui déjà, il se déclare candidat et après la chanson c'était pour qu'on puisse l'écarter. C'était ça la logique, on veut écarter Matata, lui-même disait non, c'est parce que je suis candidat, on veut m'écarter. Quand il nous a déjà débrouillé, oui, qu'il devait être poursuivi, il s'est déclaré candidat. Mais aujourd'hui, on permet de battre. Mais c'est aussi un problème. Aujourd'hui, on sent que, parce que d'ailleurs on dit non, il est candidat, on doit le laisser aussi concourir parce qu'il ne faudrait pas l'écarter. Parce qu'actuellement, même s'il fallait juger Matata Mpogno, si on devait rendre le verdict de Matata Mpogno avant la tenue des élections, il devait être déclassé. À mon sens, parce que déjà, son casier judiciaire devait être entaché. C'est ça, non? Si on le déclarait coupable, bien sûr. Effectivement, si on le déclarait coupable, bon, on lui laisse cette chance quand même de pouvoir compétir et qu'on va revoir les choses en 2024, le 18 mars, après qu'on ait résolu les contentieux électoraux. Mais jusque-là, au regard de l'évolution des choses, je sens qu'il y a des doutes. L'inspection générale des finances ne s'était-elle pas peut-être trompée? Parce que c'est elle qui a commencé avec... c'est l'inspection générale de finances qui a enquêté, qui a ouvert les yeux, qui a ouvert les yeux, qui a attiré l'attention de la justice. Est-ce qu'il n'y a pas eu des éléments peut-être qui n'ont pas été bien présentés et qui jouent en faveur de Matata Mpogno? C'est la question que je pose. Pourquoi les choses sont toujours tirées en longueur? Pourquoi la Cour constitutionnelle, à un moment donné, elle s'est déclarée incompétente et d'emblée, elle se déclare encore compétente? Y a-t-il quelqu'un derrière ces dossiers qui veut à tout prix que Matata soit condamné, que Matata soit... Bon, ils sont partis, monsieur Moïse, ils sont partis de l'interprétation de l'article 164 de la Constitution. C'est ce que... Cet article 64 de la Constitution a existé pendant que la Cour s'est déclarée incompétente. Vous n'allez pas me dire qu'on a revu le texte. Non. C'est la même Cour qui s'est déclarée incompétente. Voilà pourquoi moi je me dis, y a-t-il quelqu'un dans les noirs qui tire les choses... je ne sais pas, en sa faveur, et il veut à tout prix obtenir la tête de Matata. Je ne parle pas comme porte-parole de Matata, mais juste en analysant les faits, en regardant les choses comme elles se présentent. Alors ma crainte est que même les 18 décembre, les 18 mars plutôt, les choses jouent toujours en faveur de Matata, et ma plus grande crainte est que ces procès puissent accoucher d'une souris. C'est ça ma conclusion. La crainte de M. Moïse Kalouloa, M. Zedam, nous n'avons plus beaucoup de temps, nous allons pratiquement conclure. M. Junior Ndala va donner une petite conclusion, partielle d'ailleurs, par rapport à ce sujet. Ne prenez pas beaucoup de temps. M. Moïse va le faire aussi. M. Junior, rapidement. Par rapport au procès Matata Mpogno. Non, Matata Mpogno. Voilà. À la justice de faire son travail, mais de le faire bien, parce que c'est la justice qui élève une nation. En plus de cela, de la même manière qu'on est en train de poursuivre les opposants, il faut que ceux qui détournent aujourd'hui
puisse aussi être poursuivi pour qu'il y ait égalité, équilibre dans les choses. Mais sinon, lorsqu'on sent que les opposants sont poursuivis et les autres qui détournent des millions ne sont pas inquiétés, là, ce n'est pas une bonne image. Monsieur Moïse. Ce procès n'aura servi à rien si le verdict tombait et que sur base de faits non vérifiables, on parvenait par exemple à condamner Matata Ponyo. Moi je pense qu'à ce niveau, la justice doit vraiment faire son travail. Si on doit encore acquitter Matata Ponyo, que la justice soit à même de nous dire pourquoi. Comme c'était le cas pour Vital Kamerhe. Voilà, soit à mesure de nous dire pourquoi on acquitte Matata Ponyo. On nous dit clairement en quoi il est innocent. Et si on ne le fait pas ce qu'on doit le faire, je pense que nous risquons encore de nous éloigner encore beaucoup plus de l'état des droits qui est le principe de notre, consacré d'ailleurs par notre constitution dans son premier article. Messieurs et dames, c'est la fin de ce numéro de décryptage de l'actualité. Nous avons traité de la question en rapport avec la lecture du discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le tout dernier pour son premier mandat, s'il aura un deuxième. Le chef de l'État s'était exprimé le mardi 14 novembre 2023 devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Il a touché plusieurs secteurs de la vie en République démocratique du Congo. Il a parlé de ses réalisations. Il a aussi parlé de ce qu'il voulait pour la République démocratique du Congo prochaine. Alors, c'était la première question. La deuxième question, ou la seconde, c'était en rapport avec l'évolution du procès de Matata Ponyo à la Cour constitutionnelle. Alors, pour traiter de ces deux questions, j'étais avec M. Moïse Kalouloa, qui est journaliste. Monsieur Moïse, nous vous disons merci d'être venu. Merci pour la confiance. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. J'étais également avec M. Junior Ndala, qui est journaliste. Monsieur Junior, nous vous disons merci d'être venu. Merci bien. Messieurs et dames, nous vous disons merci à vous aussi de nous avoir suivis. Merci de nous rester fidèles sur la nouvelle dimension de la télévision et également sur la radio Shalom. Au revoir.